Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission Si jeudi est dans. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement des DFT. Qu'est-ce que sont que les DFT ? Les DFT sont autrement connus sous l'appellation dégénérescence frontotemporale ou encore démence frontotemporale ou maladie de Pick. Ce sont des maladies neurodégénératives, cognitives et comportementales qui touchent en France environ 6 000 personnes. Dans ces 6 000 personnes, on trouve autant d'hommes que de femmes. Cette maladie, en général, apparaît autour de 50 à 60 ans et représente environ 10% de toutes les démences. C'est une maladie qui touche le comportement, les émotions, mais également le langage. Hélène Fédy nous fait le plaisir de venir sur le plateau de Si jeudi est dans pour témoigner de son expérience d'accompagnement de son époux atteint de DFT. Merci beaucoup Hélène de venir témoigner aujourd'hui. Alors pour commencer à parler de votre expérience, peut-être qu'on pourrait s'intéresser au début des troubles que vous avez observés chez votre mari, de comment c'est apparu, comment ça s'est passé pour vous, comment ça s'est passé pour lui. Je sais que vous avez noté quelque chose qui vous avait dit à ce moment-là. Oui, c'est une longue expérience. Et au début, on ne comprend pas du tout ce qui se passe, parce que mon mari, on est maintenant en 2022, les premiers signes remontent, je dirais, à 2009 déjà, au moment où il a pris sa retraite. Et les premiers signes en 2009, qu'est-ce que vous avez observé ? Comme signe, c'était un changement dans son comportement. Lui qui était si actif avait perdu toute initiative. Et était triste parfois, alors qu'il n'était pas triste. Et pourtant, il a pris sa retraite avec joie. Nous vivions en Picardie et nous étions revenus à Paris comme il le désirait. Et c'était très étonnant de voir qu'il n'était pas heureux de ce retour à Paris qu'il avait tant désiré. Il disait par exemple, je suis comme une coquille vide. Il disait aussi, j'ai une mémoire compressée. J'arrive à me rappeler ce qui s'est passé, mais je ne me souviens pas de l'histoire. Ça fait comme des blancs. Et il avait conscience de son état. Donc il a été triste et on attribuait ça à une dépression. Il aurait eu une dépression puisqu'il avait pris sa retraite et qu'il était si passionné par son métier que voilà, il était tombé dans une dépression. C'était qui on pensait que c'était une dépression? C'était vous, votre mari? Son entourage. Son entourage. Et moi, son entourage, la famille, les gens qu'il connaissait, ils disaient, papa doit faire une petite dépression. Mais ce n'était pas son naturel d'être dépressif. Et il disait, par exemple, on devient quelqu'un d'autre, de moins intéressant. Donc, on se disait, c'est la retraite. On est triste de ce qu'on devient. Et nous menions une vie agréable. À Paris, nous faisions beaucoup de promenades, beaucoup de sorties qui l'intéressaient. Et il était quand même dynamique dans la mesure où je l'entraînais aux promenades, mais il n'avait plus l'initiative des promenades ou des distractions. Et il continuait à beaucoup s'occuper en même temps des choses qu'il aimait. Par exemple, il continuait à faire du piano, il continuait à aller nager à la piscine, il aimait beaucoup, et ça il aimait beaucoup, beaucoup. Mais il n'y avait pas une continuité d'activité.
Et j'étais toujours obligée de le stimuler. Donc ça commençait à être fatigant pour moi, cette activité continue que je devais stimuler. Et en particulier, alors il y avait une particularité, il aimait beaucoup faire d'immenses promenades, et là il ne pouvait plus s'arrêter. Et ça, c'était assez épuisant. Et à ce moment-là, vous avez fait appel à des professionnels? À ce moment-là, on a vu notre médecin. Puis après, généraliste? Oui. Ouais. Bon, il n'a rien dit. Puis il a commencé. À ce moment-là, on a commencé quand même à consulter un neurologue, qui est le professeur Zuber à l'hôpital Saint-Joseph, et qui a simplement dit non, c'est des signes normaux de vieillissement. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était au début. Oui, c'était au début. Et en fait, on a un peu avancé quand on a eu le diagnostic. Le diagnostic s'est fait en 2015. D'accord. Vous voyez, donc il y avait déjà un laps de temps 2009-2015 dans 6 ans. Oui, qui était. J'étais inquiète tout le temps, moi. Inquiète. Et aussi, il était devenu très dépendant. Il ne pouvait plus rester seul. Parce qu'il était hyper triste quand il restait seul. Donc je ne le laissais plus seul. Et le professeur Zuber donc, a fait le diagnostic après les examens traditionnels pour le Alzheimer. Et il lui a donné un petit traitement Alzheimer, mais on sait que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, premier diagnostic, maladie d'Alzheimer. Oui, premier diagnostic en 2015 maladie d'Alzheimer. Donc, on nous a conseillé de mener une vie normale, de profiter de chaque instant. Donc, on a essayé de faire comme ça. Mais comme il y avait le diagnostic, moi, j'étais comme rassurée, à la fois, bien entendu, un grand choc, mais au fond, rassurée. Et lui aussi, parce qu'il lui a fait le diagnostic. Il le lui a dit à lui d'abord, parce que mon mari est un ancien médecin des hôpitaux, donc il voulait le lui annoncer à lui. Et donc, il a eu un choc quand même, lui. Et en même temps, ça nous rassurait sur l'origine des troubles, parce que ce n'était pas une autre maladie, mais c'était une maladie, on sait, bien entendu, c'était épouvantable d'apprendre qu'il avait un Alzheimer. Mais on sent que c'était un élément de compréhension pour vous aussi. Voilà, ça nous permettait de comprendre son état et d'être peut-être plus disponible et de le dire à notre entourage pour l'entourer de manière plus efficace. Ce qu'on a essayé de faire. Et on a continué à mener une vie, je dirais, quasiment normale, mais avec, de ma part, un accompagnement constant. Ça allait à peu près, disons. Il y avait des moments difficiles, c'est quand il avait des petits incidents. Et là, il était des petits incidents de santé qui prenaient c'était disproportionné, donc on était étonnés. Disproportionné dans ses réactions émotionnelles. Dans ses réactions émotionnelles. Et il commençait, très souvent, il se tripotait les doigts, tout ça. Il avait des gestes compulsifs. Mais bon, ça allait à peu près. Et il a eu, en 2018, deux hospitalisations successives en urgence. D'abord à Lariboisière pour une gastroparésie, c'était son estomac qui ne se vidait plus. Et à la suite de ça, à l'hôpital Saint-Louis, pour un blocage urinaire, une infection urinaire. Là, il a été très très malade, et là, à l'hôpital, ils étaient obligés de l'attacher. Il est sorti de Saint-Louis, ça c'était début 2018, avec une sonde urinaire. Donc il était malheureux, mais ça a permis de commencer à mettre en place une aide extérieure.
parce que les personnes, en particulier l'assistante sociale de l'hôpital Saint-Louis, a dit « Il est adhésif, madame, il faut absolument que vous soyez aidée. Parce qu'à l'hôpital, ils ont constaté combien il était adhésif à moi-même. Vous parlez d'accompagnement constant Oui. tout à l'heure. Oui, mais je le faisais volontiers. Mais, bon. Et il y a eu d'abord donc l'aide de cette assistante sociale qui m'a conseillé d'aller dans un accueil de jour au moins. Et nous sommes allés à la sortie de cet hôpital de Saint-Louis à l'accueil de jour Geneviève-la-Roque, où on a eu un très bon accueil, mais lui, il a refusé. Et nous avons, comme il avait une sonde urinaire, nous avons été obligés de faire appel à des infirmiers qui aidaient pour la sonde. Et c'est un des infirmiers qui nous a indiqué une aide à domicile de notre quartier qui pourrait nous aider, qui s'appelle Zora. Je dis son nom parce qu'elle nous a beaucoup aidés et elle nous aide encore. Et à partir de ce moment-là, j'avais une aide le matin. Donc je pouvais au moins aller faire des courses. Elle aidait sur quoi le matin? Elle aidait, par exemple, elle l'occupait, elle faisait la cuisine, il épluchait des légumes. Il aimait beaucoup éplucher des légumes. Il aimait aussi repasser. Et elle le promenait, parce qu'il aimait beaucoup se promener. Donc, elle le promenait le matin, et moi, j'allais me promener avec lui l'après-midi. Ah, elle allait faire les courses aussi avec lui. Peu à peu, les troubles ont augmenté. Il est devenu de plus en plus instable. Il avait des accès de contrariété, en particulier quand on n'était plus de deux, c'est-à-dire quand il y avait une autre personne, parce qu'il ne comprenait pas. Et il faisait aussi beaucoup d'opposition et de résistance à certains moments, de manière imprévisible. Il disait, par exemple, d'ailleurs, il était en souffrance, il nous envoyait comme promener, mais au lieu de nous envoyer promener, il disait « je vais m'en aller ». Tout à coup. Il disait, il avait conscience aussi de ne pas être bien, il disait « je manque de souplesse ». Et il disait aussi « je suis tellement has-been que je ne peux plus vivre ». Alors, il était égaré parfois. Il était égaré et il avait une sorte de violence en lui. Et un jour, il s'est réveillé en pleine nuit. D'habitude, il dormait bien. Mais un jour, il s'est réveillé en pleine nuit, c'était septembre 2019. Il a voulu sortir. Il était en pyjama. Et j'ai dû le retenir et fermer la porte. Et je suis tombée en arrière. Je me suis fait très mal. Et j'ai eu peur. Parce que j'ai eu peur qu'il descende et j'ai eu peur. Et à ce moment-là, il a dit « je veux rentrer chez moi » alors qu'il sortait. C'était tout contradictoire. Je n'en peux plus, je vais me jeter par la fenêtre. À ce moment-là, on a verrouillé toutes les fenêtres. Ça a été un tournant dans mon accompagnement de la maladie. On a verrouillé les fenêtres et à ce moment-là, on s'est dit qu'il nous fallait une aide supplémentaire. Une aide à domicile supplémentaire. Et à ce moment-là, on s'est adressé à l'association Point d'Orgue. À ce moment-là, j'ai d'abord téléphoné à Delta 7, qui m'a indiqué, je crois que c'était Raphaël Martin, qui m'a indiqué l'association Point d'Orgue, et ils nous ont envoyé des intervenantes l'après-midi. Et comment vous d'abord une intervenante l'après-midi. Comment vous aviez connu Delta 7 ? Delta 7, c'est une très bonne question. Je l'ai connu à partir du moment où on a changé de médecin traitant. On est allé à Fernand-Vidal, à l'hôpital Fernand-Vidal, qui est juste en face de chez nous, juste après cet incident que je viens de raconter. D'accord. Et en fait, je savais qu'à l'hôpital Fernand-Vidal, il y avait un centre mémoire, mais je ne savais pas comment y avoir accès.
Et là, ça a été comme un miracle. D'abord, donc, on a eu la consultation assez facilement parce qu'il s'est trouvé que, je sais pas, il y avait une plage, j'ai écrit. Et là, donc mon mari a été suivi par un neurologue qui s'appelle le docteur Emmanuel Cogna. Et c'est lui qui nous a indiqué Delta 7. D'accord. Oui. Parce que le suivi Cogna, c'est septembre et Delta 7, c'était octobre 2019. Voilà. Oui, on sent une accélération aussi de la maladie avec plus de troubles du comportement. Oui, c'est très net. Troubles du langage, troubles de l'humeur. Ah oui, c'est très net. Et alors, ce qui s'est passé... Alors, la phrase récurrente, c'est toujours « je vais me jeter par la fenêtre ». Il le disait souvent. Ou « je n'en peux plus ». Mais ce qui s'est passé, qui a augmenté les troubles, c'est le confinement. Ça a été une période, en 2020, à cause du confinement, il ne supportait pas du tout les masques. Mais pas du tout. Et il disait... Quand même, ça me fait triste de ne pas voir les visages. Donc c'était normal. Nous aussi, on était tristes. Mais lui, il ne se contentait pas de dire « ça me fait triste », il s'écroulait dans la rue. Donc, les promenades qu'il aimait tant devenaient compliquées. Et donc la vie devenait de plus en plus, je dirais... on était dans un enfermement de plus en plus grand, puisqu'on pouvait presque plus sortir, il y avait les masques, et que lui, il était enfermé dans ses troubles, et puis on était enfermé dans des rituels de vie. Heureusement qu'on avait les aides. Il ne pouvait plus aller faire les courses, parce qu'il y avait trop de masques. Alors, on essayait de le rassurer. On disait que c'était la mode. mais lui, il aimait voir les visages des gens. Il aimait beaucoup. Alors, c'est un point très important de sa personne, un aspect très important de sa personnalité. Il aime beaucoup regarder le monde. Il a un regard, et même encore maintenant, un regard enchanteur sur le monde, mon époux. Et pour lui, c'était un plaisir d'aller se promener, de voir les gens, de regarder les immeubles. Et là, il regardait bien sûr les rues, mais de voir toutes ces personnes masquées, c'était l'horreur pour lui. Il devait croire qu'on était en guerre, parce qu'il ne pouvait pas comprendre à quoi ça correspondait. On avait beau lui expliquer, mais la pandémie, tout ça, impossible. En fait, le langage a été de plus en plus incohérent. Et ce qui était très difficile pour moi, et pour les autres, mais c'est moi qui étais toujours avec lui, c'était qu'il y avait un mélange d'incohérence et de pertinence des remarques. C'était donc très difficile. D'incohérence, de pertinence des remarques, et aussi de passage. Alors, de temps en temps, il faisait des bruits d'animaux. Donc, c'était un langage, je ne sais pas, qui était comme chaotique parfois. Son langage était... Mais parfois, il faisait des remarques très pertinentes. Quand il regardait... Là, je ne l'ai pas, mais... Oui, par exemple, le matin, quand on se levait, il aimait bien se lever le matin, toujours. Il a été toujours matinal et heureux le matin. Et chez nous, on a un appartement qui a une vue sur le Sacré-Cœur et sur la gare du Nord. Et il me disait, regarde comme c'est beau, la vue avec les trains. Donc, ce que je disais, son regard enchanteur sur le monde, il est resté là très longtemps. Puis il disait aussi, ah, je suis content quand il voyait quelque chose de joli. Et par ailleurs, il disait, il avait la désinhibition aussi, et il faisait le bras d'honneur tout à coup. Ou bien il disait, oh ben moi je m'en fous, va-t'en salope. Il me disait ça. Et à d'autres aussi. Donc,
Ou bien, il était très confus. Il disait, j'ai envie de rentrer à la maison. On était à la maison, assis dans le salon. J'aimerais bien qu'Hélène vienne. J'étais en face de lui. Je vais m'en aller, et puis c'est tout. Mais c'était des moments. Ouais. Et après, on reprenait une vie, l'enchaînement normal de notre vie, la routine normale. Il avait aussi des moments d'angoisse très grande qu'il essayait de définir. C'était curieux, il disait « Moi, j'avais peur de mourir quand j'étais dans mon lit. J'avais toutes les peurs. » Il avait aussi des moments où il s'écroulait soudainement, qu'on n'arrivait pas du tout à comprendre. Par exemple, on rentrait d'une promenade qu'il avait aimée, il montait les escaliers, il arrivait à la maison, il s'asseyait sur une chaise et tout d'un coup il s'écroulait. Il s'écroulait et tombait de la chaise? Non, pas il tombait. Je vais vous expliquer. Justement parce qu'on a compris ça. Donc ça, c'était dès 2019. Mais on a compris ça seulement en 2021, quand le diagnostic a été réévalué et que ce n'était pas une maladie d'Alzheimer, mais une DFT. Parce que ces écroulements, c'était très spécial. Il glissait et il se glissait par terre. C'était en fait des petites crises d'épilepsie. Et en avril 2021, il en a eu une caractérisée, un matin, que j'ai pu filmer et montrer au docteur Cogna. Il m'a dit, ça c'est une crise d'épilepsie caractérisée. Et à ce moment-là, on lui a donné le médicament antiépileptique, mais la maladie avait tellement déjà progressé, puisque ce diagnostic DFT a été porté en avril 2021, et qu'il a été finalement hospitalisé, mais là je vais déjà à la fin, en juillet 2021. Donc c'était tout à la fin. Mais ces écroulements, c'était très spécial. Il ne tombait pas, il se faisait pas mal, il glissait et il s'allongeait. Et après, il était un peu raide et il se relevait et il était comme normal. C'était très, très impressionnant. Et comment vous avez vécu ce changement de diagnostic? Ce changement de diagnostic, je l'ai bien vécu parce qu'on était dans une période où il avait tellement de troubles que aussi ça nous a fait comprendre le reste de sa maladie. Donc, pour nous, quand on comprend, enfin pour moi en tout cas, et oui, quand on comprend les choses, c'est rassurant. Et aussi, on lui donnait un médicament qui pouvait diminuer un peu, mais on a compris que c'était une maladie très grave, très rare, mais au fond, on a compris pourquoi ces troubles étaient surtout des troubles du comportement et des troubles du langage. Voilà. Ça a été éclairant. Voilà, éclairant. Oui. On a compris aussi qu'on n'avait rien fait qui lui ait nui avant, puisqu'il prenait très peu de médicaments, et que les troubles de comportement qui s'accentuaient, le docteur Cogna avait ordonné de donner du Seresta à la demande, c'est tout. Donc, voilà. Donc on a compris que, au fond, on avait vécu comme il fallait, et que lui, il était prisonnier de cette maladie, et que voilà, c'était ça. Et ce changement de diagnostic a fait évoluer les aides, le maintien à domicile? Non, parce qu'à ce moment-là, justement, à ce moment-là, on avait déjà plus d'aide qu'au début, parce que Point d'Orgue, au début, j'avais une seule intervenante, et peu à peu, comme les troubles avaient augmenté, je faisais appel à 2 intervenantes. Donc, l'après-midi, j'avais une intervenante tous les jours, même le samedi, mais 2 heures tous les jours. Ce qui me permettait, au début, de sortir un peu, d'aller à la pharmacie, par exemple, mais en 2021, je ne pouvais même plus sortir parce qu'il lui arrivait d'avoir des troubles quand les aides étaient là.
Et donc, c'était un peu dangereux. Des troubles du comportement? Oui. Pas souvent, mais la première aide envoyée par Point d'Orgue arrivait très bien à gérer ses troubles, mais elle a pris malheureusement sa retraite. Et donc j'ai eu, après 2 aides, mais remarquables, mais que j'hésitais à laisser seule avec lui, bien qu'il ne se soit rien passé. Alors ces aides, elles étaient remarquables, chacune dans son genre, parce qu'elles étaient arrivées à comprendre ce qui restait intact chez mon mari. Et donc il y en avait une qui lisait avec lui, qui regardait des livres d'art, qui lui faisait commenter des tableaux, il y arrivait. Elle faisait aussi de la cuisine, c'était très bien. Et l'autre, elle avait introduit des puzzles formidables qu'elle faisait avec lui. Elle le faisait un peu écrire. Ah oui, ça j'ai oublié de le dire. Pendant très longtemps, j'ai continué à lui faire écrire dans un grand agenda « Aujourd'hui, il fait beau » ou « Je suis content » ou « Antoine va venir, nos enfants ». Et il le faisait. Jules Mottet, le modèle, il le faisait. Et elle, spontanément, elle le faisait écrire, mais très très bien. D'ailleurs, j'ai gardé ça, ces carnets. Et aussi, elle lui faisait faire de la cuisine. Elles avaient trouvé ce qu'ils pouvaient encore faire. Ah oui, la deuxième, elle lui faisait faire des crêpes, par exemple. Il adorait ça. Voilà. Ouais, elles s'adaptaient dans leurs propositions. Oui, elles étaient très, très compétentes. Je dois dire que là aussi, Point d'Orgue, je peux les remercier, toutes les aides, et c'est une association, Point d'Orgue, et l'association, parce qu'ils nous ont envoyé des personnes de très grande qualité. Et donc, vous évoquiez tout à l'heure qu'en juillet 2021, oui. Votre mari est hospitalisé. Oui. 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 Mais je voulais dire quelque chose auparavant, Olivia, parce que dans ce qui s'est passé fin 2020-2021, il y a eu par exemple un épisode, dans ce que j'évoquais tout au début, j'arrivais pas bien à le dire, il a eu un panari, parce et il a dû être opéré, parce qu'il s'était trop infecté. Et pour montrer à quel point il était encore, disons, plein d'humour ou amusant, il a fait rire l'infirmier parce qu'il a demandé un pansement sur les 2 mains pour rétablir la symétrie. Il avait, et ça il paraît typique, c'est comme, je sais pas, une fixette. Il voulait toujours rétablir la symétrie. Aussi les manches, par exemple. Voilà. Et aussi, par exemple, quand il faisait des bruits d'animaux ou des gestes, je lui disais « Mais qu'est-ce que tu fais ?» ?»« Je fais des gestes sauvages. » Avec l'augmentation des troubles. Qu'est-ce qu'il faisait comme bruit d'animaux? Ça, je les ai là-bas sur mes feuilles. Les bruits de poules ou des trucs... Je les ai là. Si vous les voulez, on fait une interruption, je vous le dis, mais je ne les ai pas... Ou disait... ce qui s'est passé aussi, ça, il faut peut-être l'évoquer. En 2021, il était, avec les troubles qu'il avait, il avait la fixation sur son transit. Et ça fait à partie aussi de la désinhibition, mais il le disait. Et il disait, par exemple, il avait des gaz, par exemple, et il disait, on va essayer de ne pas faire des idioties. Ou bien... Il disait, il avait des moments comme de lucidité. C'est toujours pareil, je fais toujours la même chose. C'est pas la peine de s'en faire, je suis idiot. Et ça devait être d'aller au cabinet, par exemple. Ou, je suis un tout petit peu crétin, mais ça n'a pas d'importance. Pipi, caca, c'est trop compliqué. Vous voyez? J'ai un truc. Il paraît que c'est très typique de cette maladie. La désinhibition. Il avait conscience de son état encore,
il le disait d'une manière indirecte. Il disait, je n'y comprends rien, on ne va pas m'enfermer. Là, quand il disait ces choses-là, il était moins triste qu'il l'avait été tout au début. Il n'était pas triste. Ah, il avait aussi autre chose, il avait une dépersonnalisation. Il parlait de lui à la troisième personne. Il disait, il semble ne penser à rien, il devient fou. Ouais. Et toujours dans le registre de la désinhibition, tout d'un coup, il dit « J'ai envie d'aller faire pipi dehors ». Et donc, au printemps 2021, au moment où la maladie a été réévaluée, il s'est mis à s'occuper, enfin, en balançant le tronc, comme ça, comme un bébé qui veut être balancé. Oui, il disait aussi. Alors, il était très fatigué, en fait. Il était très fatigué, et j'ai compris après coup, après qu'il ait été hospitalisé, qu'en fait, la vie qu'on menait, qui était certes très stimulante, était fatigante pour moi, mais très fatigante pour lui. Il somnolait, il allait... Ah oui, ça j'ai oublié de le dire. Il allait souvent s'allonger, même le matin. Et on m'a dit que cette maladie était très, très fatigante. Un jour, il m'a dit « Comment tu t'appelles ?» Alors je dis mon nom, Hélène. Grand sourire. Il dit « Je la cherchais depuis longtemps, je l'avais perdue. » Très poétique ce que vous avez... Ben, j'ai pas tout noté, mais c'était magnifique. Et ça le reste, je vous le dirai tout à l'heure, ça le reste encore jusqu'à maintenant, alors qu'il parle quasiment plus. Peut-être que la transition est bonne pour parler de maintenant. Oui, peut-être. Oui, c'est bien. Oui. Donc, fin juin 2021, il a eu des troubles tels que le docteur Cogna l'a fait hospitaliser en urgence à l'hôpital Bretonneau. Donc, il est depuis juillet 2021 à l'hôpital Bretonneau, où il est entré en fanfare, parce que quand il est arrivé à l'hôpital, il a été très bien accueilli, on l'attendait, et il a vu sur les blouses des médecins, il a lu sur les blouses des médecins, ah oui, j'ai oublié de le dire ça, il lisait toujours, d'une manière mécanique, toujours. Donc il a lu sur les blouses des médecins, hôpital Bretonneau, et il a dit, hôpital Bretonneau, salaud, je vais vous casser la gueule. Bon. Ça, c'était à son arrivée. Oui, à son arrivée dans un service de soins aigus. Parce qu'il se trouve, d'abord, c'était en urgence, et il se trouve qu'il a eu en même temps, à son arrivée, une infection très grave, généralisée, qui s'appelle une parodontite. Et donc, il a fait très peur à tout le monde, à nous en premier, aux médecins, en juillet, parce qu'ils ont cru qu'il allait mourir. Mais à l'hôpital Bretonneau, dans ce service, ils sont arrivés à le sauver. Et après, il était mieux. Et après, ils nous ont proposé de le transférer dans un service de soins longue durée spécialisé. Ça s'appelle UHR, Unité Hospitalière... je ne me rappelle plus ce que c'est le sigle, qui est à Bretonneau et qui s'appelle la Maisonnée Gauguin, où il est depuis août 2021, qui correspond à un EHPAD, mais un EHPAD spécialisé. Donc il est là-bas. Spécialisé pour les troubles... Les troubles neurodégénératifs. Oui. Donc il est là-bas.
depuis août 2021. Alors, à la suite de cette infection qu'il avait eue en juillet, il a baissé d'un cran ou de deux même. On m'avait expliqué que ça s'appelait la cascade gériatrique. Donc, il marchait plus, mais il parlait encore. Et puis, depuis qu'il est là-bas à l'unité Gauguin, il marche plus et il parle de moins en moins. Donc, il est en fauteuil. Mais il est stable. Il dort bien. Il ne prend pas d'autres médicaments que ce médicament contre l'épilepsie, qui s'appelle la dépakine. Il s'est bien adapté, sauf sur un point, et il reste absolument inaccessible au moment des soins. Il est d'une grande violence au moment des soins et qui a impressionné tous les soignants. Il a une force herculéenne. On m'a demandé s'il n'était pas un catcheur. Et donc, on lui donne un petit calmant au moment des soins et ils y arrivent. Voilà. Mais autrement, il est bien. Vous disiez, il s'est bien adapté. Oui, il est bien, il est calme, il est souriant, il est bien sûr de moins en moins présent quand même, mais il reste présent au monde. Il n'est pas avachi. Et vous parlez de son côté contemplatif ou son enchanteur dans son observation. Oui. Vous l'observez encore? Moins. Parce qu'il est moins... Il a un regard sur ces derniers temps, moins, mais pendant longtemps, oui. Moins, il est un peu perdu dans ses pensées, je dirais. Il a... Ces derniers temps, de temps en temps, on arrive à saisir son regard, mais il a souvent le regard, quand même, il regarde. Comme à Bretonneau, il y a un jardin, on sort tous les jours. Ah oui, j'ai oublié de dire, je me suis arrangée pour qu'il ait une visite tous les jours. Soit moi, soit notre aide à domicile, soit mes enfants. On s'alterne. Mes enfants m'ont énormément aidée. Et Zora aussi, notre aide à domicile, énormément aidée. Voilà. Donc il n'est pas seul et on voit qu'il est content de sortir de son unité et de voir les autres. Également, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il est content quand il a à côté de lui de la conversation, que c'est comme à la maison. Il entend parler et de temps en temps, il sourit. Il sourit. C'est ça qui reste de son regard enchanteur. Et vous parliez de son adaptation. Vous trouvez qu'il s'est davantage adapté par rapport à son entrée dans ce service de Bretonneau. Oui. Peut-être qu'on pourrait parler maintenant de votre adaptation, de ce changement qui a été un gros changement pour vous. Oui. Ah oui, mon adaptation, vous avez raison. Ça a été pour moi un énorme changement. Le fait qu'il entre à l'hôpital, ça s'est fait tout seul. J'ai pas dû prendre de décision. Donc, de ce côté-là, je me sentais tout à fait en accord avec moi-même, avec les enfants. Tout s'est fait, je dirais, de manière organique. On avait été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire à domicile. Et ça a été donc pour moi un grand soulagement. Tout d'un coup, j'avais du temps. Il était surtout soigné par des personnes compétentes. Mon sentiment donc de soulagement au début, de grand soulagement, je dirais presque un soulagement même d'allègement. J'avais plus la responsabilité. Et j'arrêtais de me faire du souci. Je me suis reprise... comment dire? Plus de responsabilité.
je me reprenais, je retrouvais mon temps et mon espace, mais surtout j'étais déchargée de ce souci que j'arrivais plus à assumer en fait. Et qui représentait une charge mentale importante. Voilà, on peut parler de ça. Ouais. Une charge mentale, mais vraiment épuisante. J'étais dans un épuisement dont on ne peut même pas se faire une idée. Parce qu'on est tellement épuisé que, voilà, j'étais complètement indisponible pour les autres et pour moi-même aussi. J'arrivais plus, j'ai dormi, mais j'arrivais plus à trouver le repos parce que il y avait une impossibilité même d'être disponible pour les autres, pour autre chose. On est complètement capté par ce souci. Parce que j'essayais toujours d'inventer des solutions. Et ça, c'est aussi très difficile dans cette maladie, c'est qu'on essaye d'inventer, et d'ailleurs j'en trouvais, des solutions pour un état de la maladie qui est toujours dépassé. Donc chaque fois qu'on a trouvé une solution, ça ne marche plus. Ouais. Parce que la maladie évolue. Oui, parce que la maladie progresse et ça ne marche pas. Et aucune recette ne marche. Donc c'était très très fatigant. Et puis aussi, ce qui est fatigant, c'est que c'est l'imprévisibilité des crises, de tout ça. Donc c'est un grand repos au début. Un soulagement parce on se repose. Et j'ai commencé par me reposer. Du temps vide, ne rien prévoir, me reposer. Ça, c'était le premier temps. Oui, ça c'est le premier temps. Une fois que j'ai été à peu près reposée, au bout de 3 mois, est venu très fort le sentiment d'isolement. Et grand isolement, grande solitude aussi. Parce que la vie continue, tout le monde est occupé, et j'allais le voir, mais grande solitude. Voilà. Et le manque est apparu beaucoup, ce qui vient évidemment de la douleur de la séparation, parce que avec mon époux, on est mariés depuis 58 ans, presque 60 ans de vie commune. Et je dois dire, on a été très heureux. Donc il me manquait, et il me manquait physiquement, parce que je pouvais me reposer sur son épaule, le prendre dans mes bras pour le consoler à la fin, et tout ça, ça me manquait, d'être avec lui. Et le regarder, ses yeux, et ça suffisait à me rendre heureuse. Et aussi, ça m'a permis de le garder si longtemps à la maison, parce que même quand il avait ses crises, même à la fin, et qu'il allait se reposer, j'allais le voir et le prendre dans mes bras, et c'était agréable. Donc il m'a manqué aussi à chaque instant dans notre appartement. Heureusement, Vous êtes restés dans le même appartement? Oui, heureusement, parce qu'il est très présent. Il reste très présent, et j'y suis très heureuse dans cet appartement parce qu'il y était très heureux. Et ce qui m'a beaucoup manqué, c'était évidemment à cause du confinement, à cause de tout ce qui se passait, mes enfants ne pouvaient pas venir. Il y a eu encore un nouveau confinement, donc j'étais très très seule parce qu'ils attrapaient ce coronavirus. Et voilà, c'était difficile, on pouvait voir personne encore. Voilà. Et puis, ce temps-là, qui a duré encore 3 mois à peu près, jusqu'au mois de mars cette année, eh bien, j'ai l'impression qu'il se transforme en un temps plus heureux pour moi, que j'appellerais le temps de la reconstruction, où je me retrouve déjà, où je retrouve mes repères, où j'ai retrouvé de l'énergie intérieure et le lien avec tous ceux qui m'entourent et qui me sont chers revient.
d'abord mes enfants, qui viennent spontanément et avec lesquels je peux faire des repas, enfin notre vie conviviale, où il est comme présent, bien qu'il soit pas là, mais il est là. Et puis tout un, je peux dire pas un réseau, mais mes amis chers, qui sans doute ont perçu que j'étais plus disponible et qui ont renoué avec moi, et c'est très très agréable. Donc j'ai comme l'horizon qui s'ouvre de nouveau sur la vie que nous aimons et que mon mari aimait avec moi, parce que mes amis sont ses amis aussi. Et donc je me sens enveloppée de cette affection. Amicale. Oui, familiale et amicale. Et familiale. Oui, oui. Et du coup, je me sens moins seule. Et je dirais que ce qui est comme un miracle aussi, c'est que lui ne parle plus, quasiment plus, mais que la semaine dernière, quand on était tous les deux dans le jardin, et il a des gestes que vous appelez des gestes stéréotypés sur ses cuisses, de temps en temps il me caresse les cuisses, et c'est tout, ou bien il fait ses gestes, il se balance. Et donc la semaine dernière, il m'a dit, on s'aimera. Depuis, il m'a rien dit. Voilà. Bon. Est-ce que pour clôturer, vous auriez envie de partager un conseil ? Oui, le conseil que je partagerais, c'est que je crois qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et c'est parfois difficile, mais dès le début, mais parfois c'est difficile, mais surtout il faut faire confiance aux professionnels. Parce que tout seul, on ne peut pas. On est dans un... C'est un accompagnement qui demande une énergie constante et qui dure très longtemps. Donc on peut se perdre et il faut voir, il faut connaître ses limites, ce qui est très difficile. Ce qui est très difficile, c'est qu'on n'a jamais de répit. Donc on peut toujours accompagner, mais accompagner tout le temps, c'est surhumain. Et donc ne pas hésiter à passer la main, et ne pas hésiter à passer la main quand c'est le moment. Par exemple, là, quand il a été hospitalisé, pour moi, vous me direz que j'ai été jusqu'au bout, j'ai pas hésité. Mais je ne pouvais pas le faire avant. Parce que jusqu'à ce moment-là, il avait une présence. Mais en même temps, c'était difficile. La dernière année, c'était difficile, vraiment. C'était limite. Si je n'avais pas eu tout mon réseau d'aide, je n'aurais pas pu. Et c'était limite, je vais vous dire même, parce que récemment, j'ai eu un petit incident cardiaque et on m'a dit que c'était sans doute la conséquence de cet effort. Donc, je peux pas... Et il faut essayer de dégager du temps pour soi, après, et se nourrir de ce qu'on aime. Et ne pas perdre espoir. Quoi encore ? En fait, essayer de continuer à vivre pour insuffler de la vie. Et quand vous parliez de bons moments, c'était intéressant, vous disiez que qu'il n'y a eu aucune hésitation de votre côté. Oui. C'est en ça que ça a été un bon moment. Oui. Aucune hésitation, oui, mais parce que c'était le... Oui. C'était venu à maturité, quoi. Le temps était mûr, comme... Parce qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait faire. J'ai eu aucun regret. Un grand merci, Hélène, pour votre témoignage. Je pense que ça va aider beaucoup d'aidants aussi d'avoir pu
vous écouter sur ce témoignage très complet de l'accompagnement de votre époux. Je l'espère et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à faire ce témoignage. Merci beaucoup, Lynn.